Salut la Bulls Nation. Bon alors, on n'est pas bien là? On n'est pas bien là? Les Bulls sont sur une série de 4 victoires consécutives, ce qui est la première fois cette saison. Extraordinaire. Et honnêtement, on voit du beau basket. Les matchs sont vraiment cool à suivre. Il y a des perfs individuels et collectifs de qualité. Il y a des bons efforts défensifs, etc. C'est vraiment plaisant, c'est vraiment sympa à suivre. Donc, honnêtement, je pense qu'il faut juste profiter, il faut juste kiffer le moment en fait. Parce que, ouais, bien sûr, en termes de développement des jeunes, de se placer le mieux possible pour la prochaine draft, etc., c'est pas l'idéal, on est bien d'accord sur ça, il n'y a pas de problème. J'ai assez gueulé, notamment au moment de la deadline, pour que voilà, c'est quand même assez clair. Euh, D'ailleurs, on est descendu là avec notre série de 4 victoires, plus bah, les défaites des autres équipes. Euh, on est passé du huitième pire bilan au dixième pire bilan de la ligue. Donc du coup, pour se placer à la draft, c'est pas l'idéal. Et on est même beaucoup plus proche de passer neuvième à l'Est et donc d'être mieux placé pour le play-in que de se faire rattraper par les équipes derrière nous. Parce que là, on est sur 4 victoires consécutives. Toronto est sur 3 victoires consécutives. Mais ils sont quand même encore 4 victoires et demie derrière nous, à la 11e place. Donc, plus le temps passe et moins c'est probable qu'on se fasse rattraper. Par contre, passer neuvième, dépasser Miami, on n'est qu'une victoire derrière. Ça peut encore arriver. Donc, voilà, je dis pas que c'est ce qu'il faudrait, etc. Je dis juste que, voilà, gagner des matchs, ça aide aussi au développement de nos jeunes, mine de rien. Euh, Ça aide à l'alchimie collective et tout, créer un groupe, créer une cohésion, etc. Et puis surtout, en fait, je pense qu'on est trop souvent, nous tous, hein, et moi le premier, on est un peu trop pris dans ce délire de il faudrait qu'il fasse comme ci, il faudrait qu'il fasse comme ça, on devrait faire de telle manière, on devrait trader machin, on devrait faire ça, ça. On se prend un peu trop pour des general managers et à toujours chercher à prédire ce qu'il faudrait qu'on fasse, etc. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise chose, absolument pas. Mais simplement, parfois, à force de penser comme ça, on s'éloigne un peu trop du truc principal qui est juste en fait de regarder du basket et de kiffer regarder du basket. Tu vois? Parce que quand tu te mets dans le truc, il faut qu'on tank, il faut qu'on perde des matchs, machin. Quand tu vois des bons matchs, tu dis, ah merde, ça fait chier. Alors, c'est quand même l'inverse total du truc, quoi. C'est illogique. À la base, tu regardes du basket pour voir du beau basket, tu vois. Et en ce moment, voilà, encore une fois, honnêtement, on voit des bons trucs. Parce que sinon, à quoi ça sert? Sinon, pourquoi regarder les matchs si on est juste dans une optique de il faut qu'on perde les matchs, machin. Autant le lendemain matin, tu te lèves, tu regardes le box score et c'est marre, quoi. On n'est pas des GM. Voilà. On a évidemment totalement le droit d'avoir une opinion sur ce que devraient faire les GM, et surtout les nôtres parce qu'ils sont quand même dégueulasses. Commenter les moves, l'absence de moves aussi, surtout de notre côté. S'énerver, c'est normal, c'est la passion qui parle, tu vois, tout ça. Mais au final, on n'a aucun contrôle sur tout ça déjà. Et puis, bah, même si c'est frustrant parce que t'aimerais qu'ils fassent telle chose et ils le font pas, tu voudrais qu'ils fassent ça, hein. En termes d'ambition, on n'a peut-être pas les mêmes objectifs entre le general manager et surtout le proprio et nous, ce qu'on aimerait voir, les victoires, les défaites, tout ça. Mais le seul truc qu'on peut vraiment faire, voilà, quand ça joue bien au basket, ben juste apprécier ça et kiffer, quoi. Parce qu'en plus, les joueurs, eux, ils cherchent pas à tanker, ils veulent jouer au basket, ils veulent gagner des matchs, etc. Le coach, même chose. C'est le front office qui doit décider ça. Mais comme le nôtre, il prend aucune décision euh, claire, nette et précise, on est bloqué là. Mais après, voilà, depuis la coupure All-Star, les matchs, ils sont super cool à regarder. Donc, on peut que profiter, quoi. On a que ça à faire. Parce que sinon on lâche l'affaire, quoi. On arrête de suivre les Bulls, on arrête de suivre. Voilà. Donc voilà, profitons. Profitons. Là, il arrive ce qu'il arrive sur la fin de saison. De toute façon, on va jouer le play-in, quoi qu'il arrive, hein. Je pense, on va pas descendre 11e ou quoi. Donc, autant se mettre là-dedans parce que sinon ça sert plus à rien. On lâche la saison et c'est fini, quoi. On arrête de regarder les matchs et c'est terminé. Donc, c'est clairement pas dans mon optique, hein. Donc, je vais regarder tous les matchs qui restent. Donc,
autant après qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, mais qu'on voit quelque chose, du beau basket, etc., qu'on profite, quoi, qu'on soit là pour l'essence même de pourquoi on est là. Regarder du basket et kiffer. Voilà, on est là. Et encore une fois, les matchs sont très très bons, donc profitons. Là, on s'était quitté sur les deux belles victoires en Floride, à Miami et Orlando, enfin Orlando et Miami dans le bon ordre, pour revenir au United Center pour deux matchs face aux Pacers et face aux Nets, qui précédaient un road trip à l'ouest qui s'annonce assez hardcore, mais on va revenir sur ça après. Mais donc là, à domicile, c'était l'occasion aussi d'enchaîner et surtout d'améliorer notre bilan à domicile. Parce que avant ces deux matchs-là, notre bilan à domicile, c'est 11 victoires, 22 défaites. C'est quand même assez dégueulasse. Et donc là, on recevait les Pacers sans Tyrese Haliburton et les Nets qui sont en mode tanking plutôt extrême en ce moment. Donc c'était l'occasion d'enchaîner. C'est exactement ce qu'on a fait, puisque donc, comme on l'a dit, on est sur 4 victoires consécutives. Donc on va revenir sur ces deux matchs. Donc comme on l'a dit, Indiana, il leur manquait Tyrese Haliburton, pendant que nous, dans le sens inverse, on récupérait deux joueurs, à savoir Nikola Vucevic, qui était blessé au mollet depuis un petit moment. Il avait loupé, je crois, 7 matchs de mémoire. Et Patrick Williams, qui en avait loupé un peu plus, qui avait eu son histoire au genou, qui avait dû avoir une infiltration, etc. Parce qu'il avait des inflammations dans un tendon dans le genou. Donc les deux revenaient sur ce match-là, avec une limite de minutes pour les deux, qui était à 20-25 minutes à peu près de mémoire. Et les deux donc ont débuté sur le banc. Parce qu'avec limite de minutes, retour, etc., conditioning qui n'était pas au top. Et puis, bah, dernièrement, le 5 qu'on mettait en place, ça tournait bien, quoi, avec Trey Jones, avec Collins, etc. Donc, fallait pas le changer, quoi. Euh, Match bizarre quand même. Match bizarre parce que les Pacers ont pas été. Ils n'étaient pas dedans. Pas d'énergie, rien. Tu sais, je dis souvent que c'est impossible d'être à fond sur 82 matchs de saison régulière. T'en as forcément quelques-uns par-ci par-là où t'es. Mais, et puis c'est arrivé aux Bulls plusieurs fois cette saison où tu vois, tu vois dès le début de match, ils sont pas dedans, il y a pas. Les mecs, ils ont pas envie d'être là, il y a pas l'énergie est pas là, tu vois, c'est peut-être une deuxième nuit de back-to-back ou je sais pas. Mais en tout cas, là, c'est ce qui est arrivé aux Pacers sur ce match-là. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas de. Ça peut pas être que l'absence d'Haliburton, parce que même le reste de l'équipe, quoi. T'as quand même de quoi tourner un petit peu avec Miles Turner, etc. T'as quand même des joueurs intéressants. Et là, rien, zéro, quoi. Ils se sont fait. Enfin, on les a bousculés sans grande difficulté, quoi. Sur tous les rebonds, on était là. Défensivement, ils ont laissé des boulevards. Enfin, ils étaient pas à leur top. Et on en a profité, quoi. On menait 67-48 à la pause. 20 points d'avance quasiment face aux Pacers à la pause. Et à la pause, il y a une stat qui illustrait parfaitement l'écart d'intensité entre les deux équipes. C'est que le banc des Bulls avait pris plus de rebonds que les Pacers. Pas que le banc des Pacers, que les Pacers au global. Et juste le banc des Bulls avait pris plus de rebonds qu'eux. C'est quand même assez édifiant comme stat et bien aidé par le fait que Vucevic, qui sortait du banc, avait déjà bien posé les bases d'un nouveau double-double pour lui. Hein. Il a fini avec 11 points, 11 rebonds. Et d'ailleurs, ce double-double le fait passer troisième all-time chez les Bulls, parce qu'il dépassait Horace Grant et signait son 195e double-double avec la franchise. Et donc désormais, il n'y a que deux joueurs qui ont plus de double-double chez les Bulls que Vucevic. C'est Scottie Pippen avec 200 et Artis Gilmore avec 288. Donc c'est une plutôt belle compagnie. Mais donc voilà, voilà, plus de rebonds au niveau du banc que toute l'équipe adverse. Ça te montre un petit peu l'écart d'intensité qu'il y a eu dans ce match. Et en fait, toute la deuxième mi-temps, on a géré notre avance assez tranquillement, on a déroulé. Et à aucun moment, les Pacers ont donné l'impression de oh, on va signer un run, on va revenir dans ce match, on va. Non, non. Honnêtement, ce match, il a été assez à sens unique, quoi. Il y avait 27-27 après le premier quart-temps. Et dans le deuxième quart-temps, bah, on leur a mis 40 points et derrière, on les a plus revus, quoi. Donc, ouais, à aucun moment, ils se sont dit ah. Ou à aucun moment, ils ont été en mesure de le faire, en tout cas. Parce que non, c'était vraiment un match très très étrange de la part des Pacers où il n'y a vraiment eu pas d'énergie, rien. Et donc, du coup, tu t'imposes 121-103 assez aisément, quoi. Et en fait, le seul point noir de ce match, mais qui m'a quand même bien gonflé parce que dans les circonstances dans lesquelles c'est arrivé, c'est la blessure à la cheville de Josh Giddey. Parce que donc, on est dans le quatrième quart-temps, on a notre avance d'à peu près une vingtaine de points, on gère tranquillement ce match-là. Tranquille, tu peux faire tourner, on est bien. Voilà.
Et en fait, Billy Donovan remet Josh Giddey sur le parquet. Juste parce qu'en fait, il en est à 29 points sur ce match-là. Il a été excellent, excellent. Je crois qu'il a fini avec 10 rebonds aussi. Et avec 29 points, il est pas loin de son record en carrière qui est de 31, qu'il a fait 2 fois avec OKC. Sauf que, première action quand il revient sur le parquet, il y a une lutte au rebond, il monte et en retombant, sa cheville droite atterrit sur le pied d'un joueur des Pacers et il se tord la cheville. Et donc il ressort, il part en boitant direct au vestiaire. Donc c'était vraiment la peine de remettre Josh Giddey sur le parquet. Il n'y avait rien qui justifiait ça. On était tranquille, la victoire était quasi assurée. À ce moment-là du match, on était à 20 points d'avance. Il n'y avait rien, tu vois. Tu pouvais mettre Jevon Carter pour la fin du match, tu pouvais laisser Trey Jones un peu. Tu pouvais même mettre Kevin Huerter en meneur. Vu que là, c'est souvent lui qui remonte la balle en ce moment. Mais pourquoi remettre Josh Giddey? Juste pour qu'il mette 3 points de plus et qu'il signe son record en carrière? Dans un blowout? Bilan des courses? Grosse entorse à la cheville. Il a loupé le match face aux Nets 2 jours plus tard. Il va louper le début du road trip à l'ouest. Et ça aurait pu être bien pire que ça. Parce qu'il s'est quand même salement tordu la cheville. Et après le match, il disait c'est la plus grosse douleur qu'il ait jamais ressentie en se tendant la cheville. Sauf que dès le soir, il a commencé une thérapie. Et dès le lendemain, il pouvait refaire un peu de vélo et tout, sans trop appuyer dessus. Mais tu vois, ça allait. Ça allait. C'est juste que par précaution, là, il va louper un ou deux matchs dans le road trip. Et il va revenir pendant le road trip. Mais pourquoi l'avoir mis sur le parquet? Il aurait très bien pu jouer contre Brooklyn. Il aurait très bien pu jouer là, ce soir à Houston. Eh ben non, parce que voilà, il fallait qu'il batte son record en carrière. Donc voilà, bilan des courses, on va faire sans lui pendant un ou deux matchs. Mais encore heureux voilà, qu'il est jeune et que ça va, tu récupères assez vite. Mais là, la même chose à 28, 29, 30 ans, 3 semaines out. Direct. Direct. Donc voilà. Mais bon, on est tellement malin. On est tellement malin. Mais bref, voilà. Pour le reste de ce match, voilà, Kobe White, comme Josh Giddey, signe 29 points. Trey Jones, maladroit, 4 sur 12, mais il fait 8 points, 8 passes décisives. Mon Phillips, qui a un bon impact en sortie de banc, avec 9 points, 4 rebonds, 1 contre. Collectivement, ça donne 50% d'adresse au shoot, 30 passes D. Donc voilà, match assez sympa quand même. Le seul point noir, voilà, c'est Josh Giddey, quoi. Et donc derrière, tu reçois Brooklyn. Et donc l'occasion d'enchaîner pour la première fois de la saison 4 victoires consécutives, donc sans Josh Giddey, qui est remplacé dans le 5 justement par Kevin Huerter, et pendant que Vucevic retrouvait le 5 de départ, lui, à la place de Collins. Et on a tout de suite vu la diff, parce que, étonnamment, ce match contre Brooklyn était plus serré, plus indécis que le match face aux Pacers, alors que au début, quand tu vois les deux matchs, tu vois les deux matchs qui arrivent dans le calendrier, tu dis, bon, les Pacers, ça va être compliqué, les Brooklyn, ça devrait être un peu plus simple. Et en fait, c'était un peu l'inverse. Mais Brooklyn a beaucoup mieux démarré avec Cam Thomas qui jouait les distributeurs et une défense, mais dégueulasse. Où les Nets, ils sont partis au cercle, on les a laissés faire, on les a regardés. Il y a eu des dunks, des lay-ups dans tous les sens. Claxton et les autres. Suffisait de cutter, suffisait de marcher vers le cercle, tu recevais le ballon et personne t'emmerdait. Tu vois tout de suite que Vooch était de retour dans le 5. Même si c'est pas que de lui, hein. Les autres étaient un peu mou aussi, hein. Matas en ce moment défensivement, ouf. J'en ai déjà parlé dernièrement, mais il faut peut-être te secouer un peu mon garçon. Enfin bref. Donc on va quand même mettre quelques minutes à vraiment rentrer dans ce match-là. Le banc va faire du bien avec notamment Patrick Williams qui met 2 paniers à 3 points. Des bonnes séquences défensives. Merci Zach Collins pour le retour sur le parquet. Et on se relance petit à petit comme ça dans ce match-là. Mais il faut attendre vraiment le quatrième quart pour vraiment prendre le contrôle. Même si on commence le quatrième quart en étant mené de 10 points. Mais les Nets, ils tankent de ouf. Et là, sur les 10 derniers matchs qu'ils ont joués, des grosses avances de 15, 18, 20 points, voire même plus, balancées par la fenêtre. Non, on les veut pas. Dégagez-moi ça. Donc ils ont tanké de ouf. Ils ont bazardé des fins de match, mais absolument improbables là, depuis 2-3 semaines. Et celle-ci, on va pas faire exception. Ils ont totalement arrêté de jouer collectif. Quatrième quart-temps, les mecs avec les œillères, les mecs démarqués. Claxton sous le cercle, démarqué complet, personne autour de lui. Non, je te fais pas la passe.
préfère balancer un shoot dégueulasse en première intention avec encore 18 secondes sur l'horloge. Bon, bah, si les mecs ils tankent pas, va falloir m'expliquer ce que c'est, quoi. C'est que c'est soit ils tankent, soit ils ont pas de cerveau, quoi. Donc voilà, tu choisis l'option que tu préfères. Mais donc du coup, bon bah nous on en a profité, hein. On a signé un gros run, 15-5, on est passé devant, beaucoup de hustle play quand même. Trey Jones c'était extraordinaire. Le mec c'est le plus petit sur le parquet, il est allé chercher des rebonds offensifs, mais à l'appel. À l'appel. C'était incroyable, incroyable. C'est à chaque fois lui qui récupérait les possessions en plus, qui donnait des secondes chances, qui donnait des 3 points ouverts. Il a fait des plays intelligentes. Kevin Huerter qui claque 2 and 1 dans les 2 dernières minutes du match pour vraiment enfoncer le clou et assurer la victoire. Euh, Au final, tu t'imposes 116 à 110, alors que voilà, tu étais mené de 10 points au début du quatrième quart-temps, mais les mecs ils se sont dit, bon, on s'en fout un peu. Euh, Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce quatrième quart-temps, c'est qu'il y a quand même 2 joueurs qui ont joué l'intégralité du quatrième quart-temps, à savoir Collins et Phillips. Ça fait plaisir. Et seulement 6 joueurs ont été utilisés dans ce quatrième quart-temps pour les Bulls. Donc Collins et Phillips qui ont joué l'ensemble de la période. Kevin Huerter, Trey Jones, Kobe White et Patrick Williams. Pas de Vucevic, pas de Matas, qui a joué même pas 15 minutes sur ce match-là d'ailleurs. Billy a décidé de... Voilà, ces mecs-là ont fait les efforts, on est revenu grâce à eux. Ils vont rester et voilà, ils ont gagné leurs minutes, entre guillemets, sur ce match-là. Ils vont les gagner. Et ils vont nous gagner le match. Donc, perso, ça me va surtout parce que Phillips a joué les 12 minutes, quoi. Mon petit Phillips, oh là là, mon chouchou numéro 2 quand Ayo est pas là. Il a signé ses records en carrière au point, avec 16 points, au rebond, avec 7 prises, et aux passes décisives, avec 5. Tout sur le même match, là, contre Brooklyn. Point, rebond, passe, record, record, record. En plus de sa super défense d'habitude. J'ai dit plusieurs fois dans ces vidéos que bon, Phillips, c'est mon chouchou, numéro 2. Mais ce qu'il apporte offensivement, c'est bonus. Il est là pour sa défense, pour ses contests, pour son activité au rebond, pour toi, tous les petits trucs qui. Tu vois, les box-out, les screens, les trucs qui apparaissent pas forcément dans les lignes de stats. S'il apporte des points, c'est bonus. Mais là, en ce moment, il est de plus en plus entreprenant. Ça fait 2 fois là que sur pas beaucoup de matchs où il bat son record en carrière. Avant, c'était 11 points. Après, il en a mis 14. Là, il en met 16. Et donc voilà, c'est très très bien. Là, en ce moment, Phillips, oh, qu'est-ce qui fait plaisir. Des dunks de barbare aussi, des grosses claquettes là. Bah, il fait plaisir. Il joue juste. Il fait pas des trucs insensés. Il fait les bons choix. Il est bien placé, tu vois. Voilà. Voilà. Là, il fait le taf. Propre, net. Tu vois, il n'y a pas de trucs trop exubérants, quoi. Mon petit Phillips. Ah, il fait plaisir de ouf. J'adore mon petit Phillips. Qu'est-ce qu'il fait, il fait kiffer. Sinon, Kobe White continue son festival. Encore 31 points face aux Nets. Ça fait 7 matchs de suite où il marque au moins 20 points. C'est sa plus longue série en carrière. Et surtout, la, diffé- la différence par rapport à même l'an dernier où Kobe était incroyable, mais il avait des grosses séries au shoot. Même là, les soirs où à 3 points, c'est pas forcément une grosse réussite, il va chercher des lancers. Il va chercher des lancers. Il drive, il provoque le contact, il met ses lancers. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une stat qui est off, qui est ouf. Depuis le 28 février, il n'y a que 16 joueurs dans toute la ligue qui drive au moins 14 fois par match, ce qui est déjà beaucoup. C'est beaucoup, 14 drives par match. Kobe est dans cette liste des 16 joueurs NBA qui le font depuis le 28 février. Et sur ces 16 joueurs, il a la 4e meilleure adresse en termes de finition au cercle, avec 57,6%. Et les 3 qui sont devant lui, c'est Jalen Brunson, c'est Shea, qui est dans la course pour le MVP, et Ja Morant. C'est une belle compagnie quand même. Donc c'est une stat qui est quand même assez intéressante de la part de Kobe White, qui donc attaque le cercle à outrance, à outrance, à outrance, va chercher des lancers, en veux-tu, en voilà. C'est pas encore des Rosen dans ce terme-là, en termes de feinte pour aller chercher les trucs. Lui, c'est plus par les drives. Mais voilà, il fait ça et c'est un truc en plus dans son arsenal qui est vraiment, vraiment intéressant. Parce que même l'an dernier de Kobe White, la saison de ouf qu'il a fait l'an dernier, c'était beaucoup de shoot. C'était beaucoup de shoot à 3 points, des catch and shoot, des pull-ups, etc. Là, il y a beaucoup plus de drive. Donc il va chercher ses points d'une manière différente et c'est vraiment une progression intéressante de sa part. Et depuis que Zach Lavine est parti, depuis que Ayo est blessé,
que Vucevic a été blessé un certain temps, c'est lui qui a tous les tickets shoot, c'est lui le patron. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est moi le capitaine maintenant, c'est moi le boss. Boum, là en ce moment, waouh. Là, le Kobe White qu'on a en ce moment, c'est propre, c'est très très propre. Donc voilà, s'il finit la saison comme ça, c'est gros kiff. Et pareil pour Phillips, et pareil pour Trey Jones. Faut les voir finir la saison de la même manière. Euh, donc du coup, Vooch est revenu et Collins est passé de titulaire à remplaçant. Et celui qui fait les frais de tout ça, malheureusement, pour lui, et ça fait un peu chier parce que je l'aime beaucoup aussi, c'est Jalen Smith qui n'a pas joué sur ces 2 matchs-là du tout. Euh, et donc ça confirme que Donovan ne compte que sur 2 intérieurs full-time, tu vois. Si t'en as 3, il y en a un qui joue pas, quoi, tout simplement. Et donc à moins d'une blessure, à moins d'un problème de faute, le troisième gars il joue pas. Et je comprends pourquoi Collins garde ses minutes aux dépens de Jalen Smith qui, à la base, jouait. Quand Collins est arrivé au début, c'est lui qui était sur le banc et Jalen Smith était le remplaçant de Vucevic. Là, je comprends un peu quand même que Collins garde ses minutes parce que son profil correspond un peu plus à ce qu'aime Billy Donovan. Et c'est aussi plus, comment dire, ça ressemble à ce que Vooch fait en fait. Euh, Notamment offensivement, grâce à ses qualités de passeur, etc. On l'a vu plein de fois, tête de raquette, les mecs qui cut, boum, des caviars dans l'espace, etc. On l'a vu faire plein de fois des matchs à 5, 6, 7 passes décisives, Collins. Donc, en fait, la vraie diff avec. C'est ça qui est la vraie diff avec Jalen Smith, parce que défensivement, dans l'activité, dans l'énergie au rebond, etc., c'est à peu près la même chose pour les deux. Là, en plus, Collins, il rentre des paniers à 3 points aussi, ce que fait très bien Jalen Smith. Au début, Collins n'avait pas beaucoup d'adresse extérieure, là, un peu plus, notamment dans les corners aussi. Donc, même si c'est vrai que défensivement, il y a quand même une différence avec Collins qui est plus à l'aise pour les défendre au loin, alors que Smith est plus rim protecteur, tu vois, il s'éloigne pas trop du cercle. Mais la vraie différence, c'est les qualités de passeur de Collins, quoi, qui est sa vision du jeu, parce que bon, sinon, à part ça, c'est quand même des joueurs assez similaires dans leur profil, même si encore une fois, c'est des bons défenseurs, mais pas dans les mêmes systèmes, quoi. Après, je pense que Vooch va rester cet été. Il lui reste 1 an de contrat. Mais si on finit par le trader, ce que j'espère quand même qu'il va arriver, même si je pense qu'il va rester, s'il part, j'ai aucun problème à faire la saison prochaine avec Collins et Smith en tant que tes 2 gars de la rotation intérieure. J'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc si Vucevic s'en va cet été et qu'on garde ces deux-là, moi perso, sympa. Je pense pas que c'est ce qui va arriver, mais j'aurai aucun problème si c'est ça qui arrive. Je pense qu'il y a plus de chances que Collins soit tradé cet été et qu'on garde Vooch et Smith. Mais enfin bon, on verra bien, ça c'est encore pour cet été, on verra. Là pour l'instant, le focus c'est maintenant. Et ce qui nous arrive maintenant, c'est le gros road trip. Gros road trip. 6 matchs de suite à l'ouest. Et d'ailleurs, nos 9 prochains matchs, les 9 matchs qui nous restent au mois de mars, c'est que des équipes de l'ouest. Là, il y en a 6 de suite à l'extérieur, qui vont être donc Houston ce soir. Ensuite, on va à Utah. Ensuite, on a un back-to-back mercredi et jeudi la semaine prochaine. Où on va à Phoenix et à Sacramento. Ensuite, on va aux Lakers. Ensuite, on va à Denver. On revient au United Center pour 2 matchs face aux Lakers une nouvelle fois, face à Dallas. Et on se déplace à OKC pour terminer le mois de mars. Et ensuite, en avril, bon, on retrouve des équipes de l'Est, notamment Toronto. Je ne sais pas si on n'a pas Miami aussi à un moment donné, sachant que la lutte actuellement est serrée pour la 9e place. Et on termine la saison à Philadelphie. Donc on va voir ça. Sur ce road trip, donc on devrait récupérer Josh Giddey, on ne sait pas trop quand. On devrait récupérer Lonzo Ball, on ne sait pas trop quand, sachant qu'il y a un back-to-back et qu'il ne va pas le jouer. Est-ce qu'il reviendrait pour la 2e nuit du back-to-back, donc à Sacramento jeudi prochain? À voir, parce qu'il a toujours son petit souci au poignet, il n'est toujours pas revenu. Euh, mais il apparaissait, lui, assez confiant que pendant le road trip, il va revenir. Mais probablement soit après le back-to-back, soit pour le 2e soir du back-to-back. Parce que bon, il va pas revenir et jouer le back-to-back, alors qu'il n'en a pas joué un seul de la saison, quoi. Donc à voir comment ça va se dérouler pour lui. Josh Giddey pourrait revenir lui aussi à peu près à la même période pour le back-to-back. Mais c'est pareil, tu reviens d'une blessure à la cheville, tu vas peut-être pas jouer 2 matchs en 2 soirs tout de suite. Donc peut-être que les deux vont revenir à Sacramento en fait. On va voir comment ça va se dérouler. Euh,
Évidemment, donc c'est les seuls absents avec Ayo dont la saison est terminée, donc on le précise pas. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de soucis majeurs en termes de blessures, etc. Donc, pourvu que ça dure, hein, s'il n'y a que Guidé et Lonzo et qui devraient revenir dans les prochains matchs, ma foi, on va espérer que ça continue comme ça. Pour finir, petite info un petit peu insolite, un peu étrange, mais si jamais vous avez prévu d'aller faire un match United Center d'ici la fin de saison, il ne reste pas beaucoup, mais on ne sait jamais. Il y a les Lakers là dans pas longtemps, donc pourquoi pas. Vous ne pourrez pas voir les bannières de champion NBA au plafond du United Center. Parce qu'il s'est passé un truc un peu insolite, un peu étrange. Mais en fait, il y a eu un concert d'un groupe qui s'appelle Disturbed au United Center ces derniers jours. Ils ont utilisé plein de trucs pyrotechniques pendant le concert. Et le problème, c'est que ça a un petit peu abîmé les bannières de champion NBA qui étaient au plafond du United Center. C'est allé un peu trop haut, les flammes, etc. Un peu trop près des bannières, et du coup, elles n'ont pas aimé. Et donc, elles sont un petit peu endommagées. Ils ont dû les descendre et les enlever pour les restaurer ou en mettre d'autres à la place. Mais tant que ça se fasse, ce sera la saison prochaine, quoi. Là, ils vont finir la saison, les quelques matchs qui restent au United Center sans les bannières de champion NBA. Ça va faire bizarre, il va y avoir un grand vide. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, j'espère que si vous n'avez pas prévu d'aller à Chicago voir un match des Bulls pour la première fois dans les prochaines semaines en se disant waouh, on va voir les bannières et tout, ça va être trop cool parce qu'elles y seront pas, quoi. Donc voilà, allez-y l'année prochaine. Donc voilà, c'était l'info un petit peu insolite, un peu étrange, mais voilà, c'est comme ça. Bref, road trip qui débute ce soir à Houston. Et puis ouais. Ensuite, Utah qui tank à mort, qui ont même pris une amende de la ligue parce qu'ils reposaient trop Markkanen. Back-to-back à Phoenix, Sacramento, il faudra voir ce que ça donne parce que ça lutte pour aller en play-in ou voire en play-off. Ensuite, les Lakers, ensuite Denver. Il va bien monter en puissance le road trip quand même. Bon, déjà, Houston ce soir, ça va être compliqué, même s'il leur manque Amen Thompson. Donc, on sait jamais. Mais bon, leur équipe, de toute façon, ils nous posent toujours des problèmes, Houston. Même quand ils étaient encore un peu tendres, ces 2-3 dernières années, ils nous ont posé des problèmes parce qu'à l'intérieur, le secteur intérieur, c'est jeune, ça nous bouscule. Vucevic, il va se faire déboîter comme d'hab. Donc, ça, on le sait déjà. Ça va être compliqué. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, vu qu'on est en lutte pour aller en play-in, hein, voire même la 9ème place, ma foi, on va voir ce que ça donne. Tant qu'on voit des bons matchs, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Après le reste, hein, c'est pas de mon ressort. Et j'ai aucun contrôle dessus, donc ma foi, c'est comme ça. On va voir ça, et puis ben voilà, on fera d'autres vidéos pour voir ce qu'on a vu, et on est juste espérer voir des bons matchs, et après, ben, ça donne ce que ça donne en termes de classement et d'ambition pour le reste de la saison. Mais bon, voilà, d'ici là, ben, comme d'hab, portez-vous bien, et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.